nyonso tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bakoko. Très ravi de vous savoir nombreux branchés sur votre télévision pour cette grande émission 00243 Affaires nationales. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de partout où vous nous regardez, c'est un nouveau numéro, un tout nouveau numéro, dans lequel nous allons devoir encore décortiquer l'actualité en République démocratique du Congo. Bien avant que l'on embrasse le détail de l'émission, j'aimerais passer en revue quelques questions d'actualité à la une en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé sa tournée dans le Grand Kasaï par le Sankourou. Nous en parlerons dans cette émission. Le camp Kabila est en train de se vider petit à petit. Quel signe de temps pouvons-nous lire de ce phénomène, de ce mouvement où les gens sont en train de quitter le navire Kabila? Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a invité le mercredi dernier tout son cabinet à la prise de conscience pour plus de résultats en 2022. Et puis Herman Cohen, un diplomate américain, juge de dangereuse la politique adoptée par les autorités sur la présence des troupes étrangères à l'est du pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà quelques-unes des questions d'actualité en République démocratique du Congo. Si on a le temps, nous allons devoir les décortiquer dans cette émission. Et comme vous le savez, l'émission ne se passe jamais en solo. Je reçois toujours un analyste avec qui on essaie d'entrer en profondeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Fanuel Senga, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir M. Arsène, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Monsieur Fanuel, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de 00243. Merci beaucoup, et c'est un plaisir aussi d'y participer pour la première fois. Merci. C'est avec monsieur Fanuel Senga que nous allons devoir décortiquer l'actualité. Monsieur Fanuel, bien avant qu'on entame l'actualité, l'opinion voudrait savoir à qui ils ont affaire ce soir. Merci beaucoup. Je m'appelle Fanuel Senga. Je suis, comme vous l'avez dit, analyste politique et homme d'affaires congolais. Je suis congolais de père et de mère. Congolais de père et de mère. De quelle obédience politique? Je suis de l'Union sacrée. Merci pour la question. Il fallait cette précision-là. Tout à fait. Je suis de l'Union sacrée et comprenez que je soutiens la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Voilà, c'est par là que nous commençons déjà. Le chef de l'État a effectué une tournée dans le Grand Kasaï. Il a fini ce tournée par le Sankourou, où il est allé inaugurer il est allé rendre un hommage mérité à Lumumba. Je voudrais que vous puissiez faire une lecture de cette tournée, parce que nul n'ignore, c'est une tournée qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous êtes de l'Union sacrée. J'aimerais que vous puissiez faire une lecture là-dessus. Merci beaucoup pour la question et je suis content que vous ayez relevé que justement la tournée du chef de l'État dans l'espace Kasaï a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et pour rien. Ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive pour rien parce que, écoutez, c'est comme on dit, le sage montre la lune, mais l'imbécile regarde les doigts. Au lieu de prendre l'essentiel. Le chef de l'État, 3 ans après, a jugé bon de visiter nos frères qui sont dans le Kasaï
Il vient du Kasaï, ce n'est pas un secret, C'est sa mais province natale. il n'appartient pas à tous les Kasaï. Il a sa province. Il a sa province. Mais ce qui l'intéressait, c'est tout cet espace-là. Il a plus été visiter l'Est de notre pays parce que c'est là qu'il y avait des problèmes qui demandaient vraiment des urgences et des grandes décisions. Il était plus concentré là-bas pendant je peux dire les 3 ans de son mandat ici au pays. Et quoi de plus normal qu'il se dise, cette fois-ci, je peux aller ailleurs. Et ailleurs, c'est où il est allé au Kasaï. Sûrement, demain, il ira à un autre coin du pays. Tout à fait. Et il arrive au Kasaï, il se rend compte qu'il avait raison d'y arriver. Parce que le constat qu'il fait est que la vie ne tourne pas bien au Kasaï. Les gens souffrent. Au Kasaï, il n'y a même pas de route. Au Kasaï, la vie est intenable. Et il se rend compte que, parce que lui-même est passé aussi par là à un moment donné de sa vie, il se rend compte que même le peu qu'il avait laissé n'est plus. C'est détruit. Donc pour moi, pour le président de la République, c'était une tournée de désolation par rapport au social des Congolais qui vivent dans ce coin-là. C'était aussi une tournée de découverte et aussi de palper les réalités sur le terrain, parce qu'un vrai chef n'est pas seulement celui qui attend le rapport dans son bureau. Un bon chef, c'est celui aussi qui descend sur terrain, se rendre compte de la réalité sur terrain. Je crois, à mon avis, le chef de l'État est satisfait quand même d'avoir découvert la situation réelle dans ce coin-là de la République démocratique du Congo, notamment sur le plan social, sur le plan des routes, sur le plan des entreprises, sur le plan de la classe moyenne qui n'existait pas au Kasaï. On peut dire qu'il n'y a que les riches et les pauvres, malheureusement. Voilà, c'est déplorable. Oui. Ça a été démontré lors des quelques tribunes populaires qu'il essayait d'organiser après les meetings, qu'il voulait entendre la population. On a compris qu'il y avait vraiment ce problème. Il y avait une crise qui faisait en sorte qu'il n'y avait pas de classe moyenne, comme vous venez de le dire. Oui. Mais restons encore dans l'aspect de cette tournée. Oui. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment opportun pour le chef de l'État de se rendre dans les Grands Kasaï? Ok, dire opportun, c'est comme qui dirait il y avait, je crois, une pression derrière le président pour aller. Non, moi je peux vous dire que partout où le président se rend, c'est un programme. C'est un programme du chef de l'État bien tracé. Je vous ai dit tantôt qu'il avait commencé par l'Est, selon l'urgence, parce que là-bas c'était un problème une question de vie de nos concitoyens. C'est comme ça, à mon avis, qu'il avait jugé bon commencer par là. Parce que c'est là que le besoin se faisait vraiment sentir. Après avoir mis quelques bases sécuritaires à l'Est, il s'est dit, je dois maintenant aller ailleurs. Ailleurs, c'est où? Écoutez, si on place un poisson sur un plat et que vous êtes à deux, rassurez-vous, il y a l'un qui mange la tête, l'autre la queue. C'est-à-dire, il fallait toujours qu'on choisisse un coin pour commencer. Donc, il n'y a pas question de parler de l'opportunité. Moi, je me dis tout simplement, dans le programme de chef de l'État, le temps était venu d'aller dans l'espace Kasaï, se rendre compte de la vie de nos concitoyens là-bas. Je Parce crois que là, que c'est ça. l'opinion est en train de voir dans cette tournée une pré-campagne. Il y a le Bandundu aussi qui a besoin aussi du chef de l'État. Oui. Il y a aussi Sakanya qui a besoin du chef de l'État. Oui. Mais si le chef de l'État il va privilégier d'abord le Grand Kasaï, il y en a qui pensent que c'est déjà une pré-campagne. Non, ils n'ont pas raison. On ne dira même pas qu'il a Même le privilégié. discours, quand vous sentez... Non, on ne dira même pas que le chef de l'État a privilégié le Grand Kasaï. Il est allé au Kasaï. C'est ça qu'on doit dire. On ne doit pas dire qu'il a privilégié. Il est allé au Kasaï. De la même manière qu'il est allé au Kasaï, il ira au Bandundu. Il ira au Congo central. Il était à l'Est. Il viendra au Katanga. Donc, le message qu'il est allé avec. Oui. On sent un message de quelqu'un qui a encore besoin du pouvoir, et qui cherche une allégeance, qui demande la sympathie de son peuple. Oui. C'est là que les gens n'ont pas tardé à parler d'une Je pense pré-campagne. que ces discours-là, le président de la République le tient partout. Même à l'Est, il avait demandé cette sympathie-là. Mais seulement, il y a un problème sérieux dans notre pays
je dois dire la vérité, où les gens, ils ont comme velléité le tribalisme. Quoi qu'on fasse, ils ont comme velléité le tribalisme. Je vous donne un exemple. Il y a eu par exemple des polémiques sur la langue d'adresse choisie par le chef de l'État. Tout à fait. Lorsqu'il arrive au Kasaï, il s'adresse aux Kasaïens en Chiluba, qui est la langue locale là-bas. Eh bien, ça crée tout un tollé à travers le pays. Or, il vous souviendra qu'en 2015, Joseph Kabila est arrivé au Katanga. Il s'est entretenu avec la notabilité katangaise et il avait choisi la langue locale. Et là, ça n'avait créé aucun problème parce que c'était un swahiliphone. Vous voyez? Il a parlé Kiswahili ici, il a échangé avec les Katangais en Kiswahili. Et toutes les fois que le chef de l'État de l'époque, Joseph Kabila, se rendait à l'Est, il choisissait la langue du milieu. Tout à fait. Il parlait avec eux en Kiswahili. Quand il était à Kisangani, il parlait avec eux en Kiswahili. Donc, lorsque le chef de l'État arrive dans un milieu comme ça, il choisit cette langue, il ne faut pas en faire un problème. Il veut se faire écouter même par le plus petit des citoyens. Vous voyez. Et moi, ça a toujours été ma préférence. J'ai toujours préféré même qu'à travers tous les pays, que nous ayons une seule langue nationale. C'est vrai que nous avons un pays très grand, mais nous devrions avoir une seule langue nationale. C'est-à-dire, on apprend à l'école cette langue-là, dès l'école maternelle, à travers tous les pays. Et chacun va parler cette langue. Je vous donne l'exemple. Si vous allez en Égypte, vous allez dans des pays arabes, sur le plan général, dans des pays arabes, leurs présidents ne tiennent pas même des discours dans d'autres langues. Ah, oui. C'est seulement en arabe. Seulement en arabe. Si vous allez au Rwanda, le président Paul Kagame, quand il s'adresse à la nation, il ne s'adresse pas en anglais, mais c'est un anglophone. Il s'adresse à la nation en Kinyarwanda. Quoi de plus normal que le président de la République arrive au Kasaï, s'adresse au... Moi, je pense... Bon, le problème, c'était que ici, nous en avons 4. Oui. Les langues nationales, nous en avons 4. Oui. Ça pouvait donner envie aux autres de suivre le message du président. Oui. Mais ouf, ils se rendent compte qu'il y a une barrière. Ils parlent en Chiluba, donc il n'y a qu'une partie qui est censée comprendre ce que le président, bien qu'il ne s'adresse qu'à eux, mais voilà, même un citoyen lambda pouvait comprendre c'est quoi le message que le président de la République amène au Kasaï. C'est là que le bas blesse, je pense. Non, je crois que ça ne doit pas du tout faire mal à ce niveau-là non plus. Parce que le message que le chef de l'État avait à adresser, il l'avait pour le peuple kassaïen. Vous voyez? C'est vrai, tous les restes des Congolais avaient besoin d'avoir le sens et la quintessence de ce qu'il a dit. Je crois, aujourd'hui, mais tout le monde en parle, même les gens qui ne maîtrisent pas les Chiluba, ils en parlent. C'est-à-dire, quelque part, le message a filtré. Les gens ont quand même une idée de ce qui s'est passé là-bas. C'est-à-dire, c'est comme, je vous dis, lorsque Joseph Kabila était ici, il avait parlé en Swahili. Maintenant, qu'en est-il des autres? Les Kassaïens, les gens du Bandundu, les Kinois, les Lingalaphones. Donc, eux aussi, ils ne pouvaient pas facilement le saisir. Mais le message était destiné aux Katangais. C'est comme ça, quand le chef de l'État est arrivé au Kasaï, le message qu'il avait était destiné aux Kassaïens. Mais ce n'était pas exclu qu'il y ait des journalistes comme vous qui pouvaient véhiculer ce message-là, cette fois-là, dans les autres langues nationales. Je crois que ce n'est pas un problème, ça n'appelle pas de polémique à ce niveau. Il a choisi la langue du coin, je crois, pour être entendu et compris même par le plus petit citoyen de ce coin-là. Là, vous le dites, c'est tout simplement parce que vous êtes du régime. Non, je pense c'est dans ce sens. Non, dans la logique des choses, c'est ça. Puisque la classe politique, la classe politique, ne vous en faites pas, est en train d'observer attentivement d'ailleurs tout ce que fait le pouvoir en place. Tout ce que le pouvoir en place. Voyez par exemple, les gens ont soulevé encore une polémique sur le sang. Il a dit que vous êtes mon sang. Pourtant, il n'avait pas dit comme ça. Il a dit, vous êtes le sang de ma dent. Vous voyez? Le sang de ma dent. C'est-à-dire, bon, je ne maîtrise pas bien les Chiluba. J'ai fait quand même l'effort pour suivre le message. Il a dit, Machi à Moumeno. Je ne sais pas si je l'ai dit avec un bel accent. C'est-à-dire, le sang de ses dents. Pourquoi? Parce que le sang des dents, lorsqu'on les a dans sa bouche, on peut cracher, mais vous n'allez pas cracher les 100%. Il y aura toujours des gouttelettes
qui vont rester dans la bouche. Comme pour dire, vous, je ne peux pas vous vomir. Même s'il arrivait que je vous crache, il en restera toujours quelque chose. Je crois que c'est facile à comprendre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette lumière. Merci. Toujours dans cette tournée, la tournée a été révélatrice de beaucoup de réalités. On a vu le chef de l'État lui-même, il a même été indigné de voir le projet, par exemple, Chile-Gelou, qui n'évoluait pas. Oui. Il a été surpris de voir qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements. Comment expliquer un coin propre à lui, mais qui soit aussi trempé dans le détournement de fonds destiné à plus ou moins la modernisation du coin? Ce n'est pas seulement le coin propre à lui. Souvenez-vous du programme 100 jours. C'est à Kinshasa, ce n'est pas chez lui, c'est dans la capitale de nous tous. Il y avait encore le même problème. Je crois que les gens n'ont pas encore compris la vision du chef de l'État. Ils n'ont pas encore compris. Les gens ont toujours tendance à tripoter, à chipoter, à piquer dans l'argent du contribuable congolais, dans l'argent du trésor public. Les gens n'ont pas encore compris qu'ici, il faut mettre au centre le développement, mettre au centre la vie du Congolais. Les gens n'ont pas encore compris. Le chef de l'État a été clair parce que ça a été désolant lorsqu'il est arrivé au Kasaï. Lui, Monsieur Fanuel, pourriez-vous arranger un peu le micro jusqu'à la bouche? Ok. Oui. Je crois, lorsqu'il est arrivé au Kasaï, il a trouvé une autre réalité que celle qu'il attendait. Parce qu'il était sûr que j'avais déjà débloqué les fonds, autorisé. Oui, il y avait déjà, j'avais déjà autorisé des financements, les fonds déjà débloqués, et que à ce niveau-là qu'il partait, il pensait qu'il va trouver quand même quelques kilomètres de routes bien faites, hein, des routes bien faites, et aussi que certaines réalisations par rapport aux fonds qu'il avait déjà ordonné qu'on débloque. Oui. Donc, quand il arrive comme ça, il trouve que c'est tout à fait le contraire. Et cette déception-là a amené le président de la République à dire tout haut. Parce qu'au moins une fois, nous avons un président honnête, un président qui vous dit qu'ici, ça ne va pas. Ici, il y a un problème. C'est vrai que j'ai nommé tel, mais je me rends compte que ce qu'il fait, ce n'est pas ce que je veux. Au moins, nous avons quelqu'un politiquement qui dit la vérité. Alors là, il a dit clairement que ça ne va pas. Je suis indigné et tous ces gens qui étaient commis à ces travaux-là, donc en commençant par ceux qui étaient chargés d'exécuter ces travaux, jusqu'à ceux qui étaient chargés d'assurer le suivi de ces travaux-là, chacun va se justifier. Et celui qui ne va pas présenter des arguments convaincants, il sera déféré devant la justice. Et c'est dangereux. Mais c'est pourquoi je vous dis que ceux qui pensent qu'ici, il a parlé de son sang, il se trompe parce que pour le chef de l'État, c'est le Congo qui l'intéresse et le Congo partout. Ça peut être au Kasaï, ça peut être au Katanga, ça peut être partout ailleurs. Donc ces gens-là, je vous assure, ils seront entendus. Ils seront entendus devant la justice et ils doivent prouver qu'ils n'ont pas détourné cet argent. Et s'ils ont détourné, malheureusement, ils vont se retrouver en prison, je crois. Les réalités telles que nous les avons vues, l'argent a été détourné. Oui. Bien que nous pensons, pas habilité vraiment de le dire. Nous pensons que c'est ça. Oui. À moins qu'ils nous disent là où ils les ont mis. Oui. C'est là que ça pourrait apaiser un peu. Justement. Et là, je peux vous dire que la justice doit faire son travail et le faire correctement. Parce que la population congolaise est en train de grandir politiquement. Et la population est en train, chaque fois, sur chaque situation, d'ouvrir l'œil. Oui, elle n'est pas dupe aussi. Elle n'est pas dupe, je vous dis que tout le monde va suivre de près cette situation-là. Il faudrait que la justice fasse correctement son travail. Je profite de l'occasion, M. Fanuel, que nous puissions aussi parler de cet imbroglio entre le conseiller du chef de l'État en matière de finances, ainsi que le député Ngoï Kassange, sur les 6 écoles qu'il fallait construire dans l'espace Amboujimaï. On a débloqué au moins 14 millions de dollars pour 6 écoles. Chose qui n'a pas bien sonné dans les oreilles de
des parlementaires, notamment l'honorable Ngoï Kassanji, qui a décrié, il a estimé que c'était un peu trop. Je ne sais pas, à votre niveau, je voudrais que vous puissiez aussi dissiper des malentendus parce qu'il y a, y a des avis qui viennent de toutes parts et qui disent n'importe quoi sur l'affaire. Bon, moi je voudrais plutôt qu'on parle des idées. Je n'aime pas surtout parler des hommes pour ne pas être classé dans les petits esprits. Dans les petits esprits, tout à fait. Parce qu'on dit, Oui. les petits esprits parlent des hommes, les moyens, les esprits moyens parlent des événements, Parlent des les grands événements, esprits parlent des idées. Tout à Moi j'aime plutôt qu'on parle plus des idées. Le conseiller, il peut dire tout ce qu'il peut dire. Et s'il y a une petite altercation ou passe d'armes entre lui et le député, ça les engage. Ça les engage. Mais moi, ce que je peux dire est que lorsque on est autour du chef, on doit faire un effort pour le faire respecter. Voilà tout ce que je peux dire. Lorsqu'on est autour du chef, on fait un effort. Moi, je suis autour de mon chef. Tout à fait. Vous voyez, je suis par sec de l'honorable rapporteur de l'Assemblée provinciale et je fais tout pour qu'il soit respecté à travers ce que je fais. Voilà au moins ce que chacun de nous, à travers le pays, doit avoir comme principe. Quand vous êtes autour du chef, vous vous retrouvez dans les cabinets du chef, tout ce que vous avez à faire doit concourir au bien d'abord de la réputation de votre chef. C'est-à-dire vous faites votre travail bien, tout le monde vous acclame et par ricochet, ils acclameront votre chef. Faire respecter votre chef, Ouais. Fanuel Senga a tout dit. Voilà, cependant, une autre question d'actualité. Ici, je rappelle à ceux qui, pour la première fois, regardent cette émission, nous sommes en train de décrypter l'actualité. Nous n'avons pas qu'un seul sujet. On prend par-ci, par-là les questions d'actualité, on essaie d'entrer en détail. Vraiment. Aujourd'hui, on assiste dans la scène politique à un mouvement migratoire. Il y a les gens qui, autrefois, qu'on appelait le cacique du FCC, qui étaient dans le bateau Kabila, qui sont en train de quitter l'un après l'autre. Ces mouvements, je pense qu'on est en train de pointer du doigt l'Union sacrée. On pense que c'est l'Union sacrée vraiment les débaucheurs. Je ne sais pas, quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Bon, moi je pense que dire que l'Union sacrée est en train de débaucher, c'est minimiser la personnalité de tous ces gens-là qui changent de camp. C'est-à-dire on les voit comme des petits-enfants, comme des gens qui ne sont pas responsables, comme des gens irréfléchis. Et pourtant, ce sont des responsables. Ils prennent cette décision-là en âme et conscience. Mais moi, à un moment donné, je me suis mis aussi à réfléchir par rapport à ça. Je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas parce que c'était des gens qui s'étaient retrouvés dans le FCC sans leur vouloir? Par contrainte. Oui, c'est-à-dire par la force des choses. Tout simplement parce que lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila arrive avec l'AFDEL, qui a été d'ailleurs la ramification même jusqu'au FCC, parce que tout est parti de là. Et lorsque Mzee arrive, il chasse Mobutu au pouvoir. Mzee trouve des gens qui étaient déjà contre le régime mobutiste. Et ces gens rapidement ont adhéré à la vision de Laurent Désiré Kabila. Je suis sûr que c'est parmi ces gens-là qui, même après Mzee, ils sont restés continués aux côtés de Joseph Kabila jusqu'à être membre du FCC. Et ils ont évolué comme ça. À un moment donné, c'est-à-dire, il n'y avait qu'une seule opportunité à l'époque. Soit vous êtes mobutiste qu'on vient de chasser, soit vous restez avec Laurent Désiré Kabila ou vous restez kabiliste. Il n'y a que Étienne Tshisekedi ou Moulumba qui lui s'était dit, jusqu'ici, je ne vois pas clair, je n'adhère nulle part. Je dois d'abord voir clair par rapport au peuple, par rapport aux besoins du peuple. Il a pris le temps d'observer. C'est pourquoi même en 2006, il s'est dit, je vois comme si c'était un semblant d'élection, je dois d'abord bien voir où vont les choses. Et quand il s'est dit, non, le système électoral s'est installé chez nous, en 2011, il est venu. Donc ici, je ne suis pas surpris, je me dis que peut-être ce sont des gens qui se sont retrouvés là par la force des choses, parce qu'il n'y avait que cette opportunité-là. Et aujourd'hui, politiquement, quand même, les camps se sont dessinés. Voilà, les gens peuvent maintenant se dire, il faut cette fois-ci choisir son camp. Et là encore, il faut être constant, il faut être je peux dire, bien positionné. Il faut avoir
de la conviction lorsqu'on fait, on fait sa politique. C'est pourquoi dans d'autres pays, sous autres cieux, si vous allez, je peux citer, si vous allez par exemple aux États-Unis, vous allez trouver politiquement, il n'y a que deux camps. Ouais. Soit vous êtes démocrate, soit vous êtes républicain. Voyez. Si vous allez en France, là même les autres là qui s'appellent de la République ou qu'est-ce que ce soit, on sait que soit ils ne sont pas socialistes, soit ils sont socialistes. Donc, même ici chez nous, à mon avis, si ça dépendait de moi, on allait avoir ces deux camps politiques-là. Soit vous êtes limité à ces deux camps. Par exemple, soit vous êtes de tel camp, soit, même s'il y a beaucoup de partis politiques, mais orienté toujours vers ces deux camps-là. Je crois que si on avait cette façon-là, on n'allait même pas avoir beaucoup de bruit. Parce que là, lorsque vous êtes socialiste, c'est avec conviction et vous ne défendez que la vision de ces camps-là. Merci beaucoup, M. Fanuel, pour cette question. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que c'est 00243, Affaires nationales. On parle de la République démocratique du Congo. On a préféré parler de notre propre pays avant que les autres n'en parlent. Amen. Et on a vu qu'il y a d'autres qui parlent plus de notre pays et peut-être qui ne maîtrisent même pas la situation. C'est comme ça que nous sommes dit, nous-mêmes, nous devons parler de notre propre pays. Et c'est comme ça que vous avez votre émission dans laquelle vous avez le libre choix d'analyser, d'essayer de faire comprendre ou de comprendre le déroulement des choses en République démocratique du Congo. Monsieur Fanuel, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, il a réuni le mercredi dernier tous les membres de son cabinet et il les a exhortés à une prise de conscience pour beaucoup plus de résultats positifs en 2022. Ne serait-ce pas un réveil tardif? Un réveil tardif? Je ne pense pas. D'abord, il faut reconnaître que le Premier ministre n'a pas plus d'une année en fonction. Donc, nous pouvons même dire... il accompagne un mandat qui justement, va déjà vers ça. Mais je peux vous dire que son cabinet, c'est son cabinet à lui. Hein. Son cabinet-là a existé avec son avènement. Donc, quoi de plus normal qu'il les réunisse un peu pour leur donner une ligne de conduite. Un bon chef est celui qui, après un certain temps, il réunit ses collaborateurs pour leur donner une ligne de conduite. Voilà un bon chef. J'aime ça souvent avec notre armée et notre police. Ils ont des parades chaque semaine pour donner des orientations. Hein? Donner des orientations. Je crois que le Premier ministre a bien fait et je crois que ce n'est pas la dernière fois qu'il le fait. Il le fera, il le fera, il le fera. C'est très important parce que le chef de l'État et même le gouvernement ont décidé ensemble que l'année 2022 soit une année d'action. Et lorsque vous voulez que les gens qui vous accompagnent dans cette action-là les fassent très bien, écoutez, il faut leur dire clairement ce que vous voulez qu'ils fassent. Il faut leur donner les orientations. Le peuple est en train d'observer dans le gouvernement, il y a beaucoup plus de promesses que de concret. Vous avez totalement raison. Pourquoi on doit aller qu'en promesse, de promesse en promesse? Parce que tout simplement, entre la promesse et sa réalisation, il y a un temps. C'est ce que les gens doivent savoir. Est-ce que les promesses qui ont été faites ne sont pas réalisées? Moi, je ne dirais pas ça. Moi, je dirais qu'elles ne sont pas encore réalisées. Je vais ajouter encore. Pourquoi? Parce que... Mais il y a aussi une notion de temps. Justement, il y a une notion de temps. Il faut aussi comprendre le contexte politique dans lequel le chef de l'État a pris ce pouvoir et a évolué pendant un certain temps de ce pouvoir avec cette histoire du feu FCC Cash. Tu vois? La coalition Cash FCC. Oui. Et aussi dans le contexte mondial compliqué sur le plan économique à cause de la pandémie à Covid-19. Notre pays, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a trouvé le pays avec une économie extravertie. Tout vient de l'extérieur et quand l'extérieur vous est fermé, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Là, c'est compliqué. Je crois que les choses sont en train de s'éclaircir petit à petit. Il n'y a pas donc des réveils tardifs, il y a seulement la décision d'améliorer les choses. Les Congolais ont
entendu beaucoup de promesses. Je crois que nous pouvons encore patienter. L'espoir nous est encore permis parce que le chef de l'État a dit que l'année 2022, c'est l'année d'action. Voyons, attendons voir ce qui va se passer. Et vous avez vu, il y a des petites actions quelque part qui a donné quand même un peu d'impact sur le plan social, notamment la gratuité de l'enseignement, notamment la baisse des prix des billets et même du passeport. Je crois que même le permis, on va revoir à la baisse son prix. Donc ce sont des grandes actions qui peuvent aider. Et je suis sûr que d'autres choses que le président de la République a eu à promettre vont se réaliser avec le temps. Mais sachons tout simplement qu'entre la promesse et sa réalisation, il y a un temps. Voilà, nous parlons d'une autre question d'actualité. C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, ce n'est pas un secret de polichinelle. Il y a des troupes armées qui sont venues en appui au FARDC. La situation est vraiment controversée selon les tendances. Selon les tendances, c'est comme ça qu'on a eu à faire des émissions. Vous parlez des troupes ougandaises? Des troupes ougandaises, justement. Ouais. Ouais. Il y a eu des émissions précédentes où on a essayé de faire quelques analyses. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a maintenant l'opinion extérieure qui s'invite aussi à l'affaire. Je parlerai de Herman Cohen, un diplomate américain, qui a aussi jugé de dangereuse la politique d'adopter cette présence de troupes étrangères sur le sol congolais. Ils disent que ça risque de nous compromettre un jour. Bon, je ne sais pas comment lui voit ça. Nous avons ici fait plus de 20 ans avec des troupes étrangères au pays, à travers la MONUSCO, qui a même changé de nom en étant toujours au pays. C'était ça, c'était ça, c'était ça. C'était MONUSCO, vous voyez, avec des troupes étrangères. Et beaucoup de troupes étrangères. Donc là, je ne sais pas comment lui voit ça, mais seulement ce que je vais vous dire, mon frère Arsène, est que pour recouvrer la paix à l'Est, moi personnellement, si j'étais chef de l'État, pour que nos amis de l'Est recouvrent la paix, s'il fallait signer même un pacte avec le diable pour que l'Est recouvre la paix, je le ferai. Je le ferai. Pourquoi? Parce que nos frères de l'Est ont tant souffert. Mais toutes les tentatives n'aboutissent pas. C'est pourquoi on y va. C'est pourquoi on y va crescendo. Aujourd'hui, vous allez comprendre, il y a des résultats, bien sûr. Il y a des résultats, notamment avec l'état de siège. C'est pourquoi l'ennemi a changé de stratégie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, il y a l'état de siège, oui. Mais on voit que la nature de cette guerre prend encore d'autres proportions. C'est pour vous dire, qui deviennent encore inquiétantes. Justement, c'est pour vous dire que là, l'ennemi était étouffé par rapport à son mode d'action. L'ennemi était étouffé. Mais il continue à tuer. En étant étouffé, il ne sait plus quoi faire. Il dit, nous sommes finis et nous ne pouvons plus faire comme avant. Nous devons changer. Nous devons changer de mode d'action. C'est pourquoi aujourd'hui, il procède maintenant par des armes, comment on appelle ça, destruction massive. Ils utilisent maintenant ces armes-là. Ils sont devenus des kamikazes. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Leur procédure là a été étouffée par cette stratégie de l'état de siège. Et puis, lorsque le chef de l'État, par exemple, accepte que les troupes ougandaises viennent au pays, il y a quelque chose qu'il faut qu'on dise à nos frères congolais. C'est quoi la chose qu'il faut dire? Et que les ADF, parce que c'est d'elles surtout qu'il s'agit, ce sont eux surtout qui causent la désolation à l'Est. Les ADF, c'est une rébellion. Et cette rébellion-là n'est pas congolaise. C'est une rébellion ougandaise. Les ADF, qui ont existé depuis plus de 20 ans. Donc, souvenez-vous que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a trouvé les ADF. Il les a trouvés. C'est une rébellion ougandaise. Alors, cette rébellion-là nuit à la République démocratique du Congo, mais prépare la nuisance de l'Ouganda. Et ça, l'Ouganda sait. L'Ouganda sait que ça constituait une menace permanente contre son pouvoir. Tout à fait. C'est comme ça que l'Ouganda avait besoin de lutter contre ces gens-là. Or, ils ont établi leur base arrière chez nous, au pays. Donc, ils se cachent chez nous. Comment l'Ouganda va venir les traquer chez nous sans notre autorisation? Il fallait des accords. Or, chez nous aussi, ils ne sont pas gentils.
Vous voyez, ils se cachent chez nous, mais ils ne se disent pas, écoutez, j'utilise cette terre comme base arrière pour attaquer l'Ouganda, mais ils sont chez nous, mais ils commettent des exactions. Vous voyez, quoi de plus normal que le président se dise, non, ces gens ici, c'est vrai que mon voisin ne les aime pas. Mon voisin cherche aussi à les étouffer, à les exterminer, à mettre fin à cette rébellion-là. Mais or, et nous dérange et nuisent à notre vie. Donc nous pouvons nous arranger avec les voisins parce que nous, au moins là, nous allons parler le même langage et nous aurons un seul ennemi. Moi, je pense que c'est vrai, les Ougandais nous ont causé du tort ici. Les Ougandais doivent réparer avec la République démocratique du Congo. Les Ougandais se sont battus chez nous, ils ont tué chez nous. Mais aujourd'hui, nous devons voir l'avenir. C'est ça la peur qui hante certains Congolais qui pensent que, on le dit souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, les troupes ougandaises qu'on autorise de venir traquer les ADF ici, ils risquent de réagir encore comme l'autre fois. Non, nous n'allons pas souhaiter. On cherche à ce qu'ils puissent se racheter. Nous n'allons pas souhaiter que cela arrive parce que d'abord, il y a deux contextes différents. Oui. Quand ils étaient à l'époque chez nous, ils étaient une rébellion congolaise. C'est-à-dire qu'ils combattaient le pouvoir en place. Mais aujourd'hui, ils viennent pour qu'ensemble avec eux, nous combattions les rebelles des ADF. Et même les autres groupes armés qui sont à l'est. Donc ici, le contexte est différent. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas souhaiter qu'ils commettent ces exactions-là, comme ça a été le cas avant. Aujourd'hui, je crois, même le président lui-même, ougandais, Yoweri Museveni, et tout son gouvernement, et même l'armée qui arrive, ils ont pris conscience, ils doivent comprendre que les Congolais n'ont pas confiance en eux. Et si on n'a pas confiance en vous, c'est à vous de convaincre. Ils doivent seulement faire bien pour que les Congolais se disent « Ah, on était dans un contexte qu'on dit plus de peur que de mal. » Voilà par exemple. C'est ça que nous attendons. Nous voulons dire ça à la fin. Monsieur Fanuel Senga, nous sommes toujours à l'Est. Oui. Malgré les multiples stratégies que le gouvernement en place est en train de prendre pour essayer de mettre fin à cette désolation qui sévit dans cette partie de la République. Cependant, on ne voit que on voit la réalité est en train de prendre des allures inquiétantes. Est-ce que vous pensez que les faits que les troupes ougandaises sont sur place est le seul moyen qui permettront de mettre fin à la situation qui prévaut à l'Est? Non, il y a un adage qui dit, si on ne sait plus où l'on va, on retourne d'où l'on vient. En d'autres termes, lorsque vous avez tout tenté, utilisez même des moyens impopulaires, pourvu que vous essayez d'abord. Ouais, même si vous avez tout tenté. Je crois ici, nous sommes en train de voir un gouvernement qui comprend l'ampleur de la situation et qui se dit, c'est vrai, nous pouvons y aller seuls, mais néanmoins, si nous avons l'appui des autres ennemis de ces mêmes groupes-là, nous pouvons y aller encore très rapidement. Souvenez-vous, lorsque les États-Unis devraient aller en Irak, ils n'y sont pas allés seuls. Ils ont cherché, alors que nous avions affaire à l'époque à une grande puissance militaire mondiale. Mais ils ne sont pas allés seuls. Ils se sont dit, nous devons aller avec les autres pays, l'Angleterre, la France. Ils ont coalisé les grandes puissances pour aller contre un seul petit Kadhafi qui était en Irak. Vous voyez un peu. Donc, à un moment donné, ce n'est pas mauvais de prendre, de demander la main de son voisin, même si hier, on s'était frappé. C'est comme, je suis votre ennemi, vous m'avez causé du tort, mais demain, je suis attaqué par le bandit que vous aussi vous cherchez à éliminer. Je crois que je peux recourir à vous, je peux enterrer cette hache-là de guerre, je recours à vous pour qu'ensemble, nous puissions d'abord mettre hors d'état de nuire cet ennemi-là. Et il n'y a pas une partition que le Congolais doivent jouer dans ça, ou encore la population de l'Est, elle n'a pas une partition à jouer dans ça? Non, moi je pense qu'on laisse seulement l'armée faire son travail. Non, la population... je pense que la population, c'est elle plus qui est concernée, c'est plus elle qui souffre. La population a une partition à jouer, à mon avis, notamment à travers les renseignements. La population doit faciliter le travail de services de renseignement. Et la population doit être éveillée, et elle doit même être formée par rapport à ça.
Elle doit même être formée par rapport à ça parce que c'est elle plus qui souffre. C'est plus elle qui souffre. Je crois qu'à mon avis, il faut que la population participe. Parce que il y avait un slogan ici, selon lequel Askari Nikama Samaki Namai. C'est-à-dire ils doivent être inséparables, même s'ils sont des rôles différents. Ils doivent être inséparables. La population doit s'impliquer, la population a un rôle à jouer, surtout, je répète, en ce qui concerne le renseignement. Il y a un monsieur qui vient d'arriver dans notre village, on ne connaît pas d'où il vient, où il va, qu'est-ce qu'il est venu faire. Eh bien, nous devons signaler les autorités, on doit l'interpeller, l'examiner. Et si ça dépendait de moi, je pourrais même envoyer des experts à l'étranger, apprendre cette guerre-là. Parce qu'ici, il faut des unités spécialisées maintenant. Oui, la guerre, parce que les vraiment, rebelles oui. ont changé de méthode. Ils ont changé de mode opératoire. Il faut des unités spécialisées pour justement réussir à le neutraliser totalement. On a vu une unité spécialisée venue des États-Unis. Ouais. Je ne sais même pas ce qu'ils ont fait. En tout cas, je ne sais même pas les évaluer parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait en République démocratique du Congo. Et puis, ils sont repartis. On pense que peut-être qu'ils ont échoué la mission. Bon, je ne sais pas. Ça dépend aussi des accords. Ça fait. dépend des accords. Nous ne savons pas leurs accords avec quelle base, quel soubassement. On ne sait pas. Voilà. Mais vous dites que la population a une part à jouer. Mais cependant, pas plus qu'hier, il y a 2 professeurs d'université d'ailleurs, c'était une désolation. Oui, la population congolaise a été indignée de l'apprendre. 2 professeurs d'université qui ont été arrêtés sous prétexte qu'ils sont complices de la milice qui est en train de s'aimer la terreur. Comment pensez-vous que la population doit vraiment jouer à une partition à jouer tant que elle est complice encore, cette population? Justement, il faut que la population comprenne. C'est elle qui est plus meurtrie. Elle doit comprendre ça. Et c'est désolant si vraiment il s'avère que c'est vrai. Ces 2 professeurs-là sont complices. C'est ça justement qui rend cette guerre-là compliquée. Parce que dans cette guerre, il y a des Congolais. Il y a des Congolais. Je vous dis, l'ennemi que vous avez dans votre propre maison est difficile à vaincre. Parce qu'il suit toutes les stratégies que vous arrêtez pour le combattre. Il envoie toutes les stratégies dans l'autre camp. Parce qu'il vit dans votre maison. C'est difficile. C'est difficile. Donc ici, moi je pense que si ces 2 professeurs-là sont trouvés coupables, ils doivent subir la rigueur de la loi. Et j'en appelle à la conscience de tous nos frères qui sont à l'Est. Nous compatissons avec vous, mais prenez aussi conscience, ne coalisez pas avec l'ennemi. Parce qu'aucun jour, le groupe armé seront vos amis. Ils peuvent vous utiliser aujourd'hui, demain ils vont vous tuer parce qu'ils ne vous feront jamais confiance. Ils diront que de la même manière que vous avez été traître avec le gouvernement, vous le serez aussi avec nous. Donc ils ne vous feront jamais confiance. Chers amis, aidez l'armée, aidez la police, dénoncez tout mouvement suspect et ensemble nous pouvons bouter hors d'état de nuire, bouter dehors l'ennemi. Voilà, nous sommes en train d'acheminer avec cette émission. Nous sommes presque à la fin. Avant que je ne vous donne un mot pour conclure, je voudrais que vous placiez aussi un mot par rapport à la libération à laquelle on a assisté de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, il est en Europe pour raison de soins. Cependant, une certaine opinion pense que c'est votre pion caché. Un pion caché? Pion caché, donc c'est une carte que vous avez en réserve. L'Union sacrée, quand je parle de vous. Pour en faire quoi? Pour faire quoi avec Kamerhe? Parce que vous ne l'avez pas désavoué quand même. Non, pour faire quoi avec Kamerhe? Parce que je vous informe qu'aujourd'hui, vous avez suivi le procès avec moi. Kamerhe n'a pas le droit politique durant les 10 ans qui viennent. Hein. Pendant 10 ans, il ne peut pas exercer politiquement. On a dit que l'Union sacrée, c'est une blanchisserie. Non, non, je vous dis que... Il y en a qui ont été compromis ou qui ont été retrouvés dans des salles de draps. Bon, encore moins, ils ont choisi l'option d'aller dans l'Union sacrée. Non, il ne faut pas... Ils ont été sanctifiés il ne suffit pas seulement de le dire, il faut donner des éléments de preuve. Il
faut donner des éléments de preuve. Kamer est libéré provisoirement. Kamer est libéré provisoirement pour raison des soins. Là, nous devons avoir deux réflexions. Il est libéré. Est-ce qu'il fallait qu'il soit libéré? Est-ce que ça contredit la justice? Est-ce que ça contredit le droit? Il fallait analyser cette situation par rapport à ça. Et moi, je vous dirais non. Est-ce que la loi prévoit qu'un prisonnier malade peut être libéré pour raison des soins? Peut-il bénéficier? Est-ce que la liberté provisoire est constitutionnelle, est légale dans notre pays? Et si cela a été accordé à Kamer, est-ce que ça viole les principes de la justice chez nous? Je crois que la réponse est non. C'est non. La réponse est non. Ça n'a rien de violation de la loi. Mais seulement, ce que moi je veux est que comme il est sorti, c'est son droit de sortir, parce que l'état des droits, c'est ça aussi. C'est respecter les droits de tout le monde, même d'un prisonnier. Il est sorti, il est allé pour les soins, mais nous attendons qu'il guérisse et qu'il rentre en prison. C'est ça. Parce que jusque-là, il n'est pas acquitté, il a obtenu la liberté provisoire. Moi, j'attends personnellement, quand il va recouvrer sa santé, qu'il retourne purger sa peine. Voilà, c'en est fini pour ce numéro. Bien avant, nous avons eu à parcourir un certain nombre de questions d'actualité. Oui. Monsieur Faniel, s'il faudrait que vous puissiez conclure, qu'est-ce que vous direz? Je dirais d'abord que nous devons nous débarrasser du tribalisme. C'est ça le mal qui gangrène notre pays. Et un président de la République, lorsqu'il sera à un coin, s'il maîtrise la langue du coin, il peut l'utiliser. Lorsque quelqu'un est président de la République, ce n'est pas dire qu'il n'a plus le droit d'aller dans son milieu d'origine. Il peut y aller, c'est chez lui, c'est son fief. Et politiquement, chacun a son fief. Quoi de plus normal que quelqu'un se rende là-bas. Donc, nous devons nous éloigner du tribalisme, nous éloigner de questions inutiles qui ne nous font pas avancer. Et deuxièmement, il y a la guerre à l'Est. J'invite les Congolais à ne pas s'impliquer dans cette guerre-là négativement. Il faut plutôt aimer l'armée et la police et même les services de renseignement à faire son travail. Donc, je demande à ce que le Premier ministre, lui aussi, par rapport à son cabinet, par rapport aux orientations qu'il doit donner, il ne doit pas lâcher. Il doit continuer à donner des orientations. C'est ça un bon chef. Et ensemble, unissons-nous autour de l'union sacrée pour faire avancer le pays, parce que l'union sacrée, ce n'est pas l'affaire politique de tendance quelconque, non. C'est une affaire de tous les Congolais qui se disent nous allons travailler pour le résultat favorable. C'est ça l'union sacrée. Celui qui aime son pays, il doit être membre de l'union sacrée. Voilà, celui qui aime son pays doit être membre de l'Union sacrée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Fanuel Senga, l'analyste des questions politiques que j'ai recevé ici sur le plateau de 00243. C'était un plaisir pour moi de vous savoir nombreux. Nous fixons un rendez-vous très prochainement. Ça sera avec une autre question d'actualité ou encore d'autres questions d'actualité et un autre analyste cette fois-là. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fanuel. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila